Bienvenue sur la chaîne Singularity et bienvenue dans cette série de vidéos sur les projets Vue.js générés par JHipster. Dans les 5 prochaines capsules, nous allons nous concentrer sur la partie Vue.js spécifiquement. JHipster nous a permis de générer un projet Vue.js d'une grande complexité. Il nous a attaché Vue.js avec les composantes TypeScript, Spring Boot, Keycloak indirectement et beaucoup de librairies de Vue.js, plus des propres librairies de JHipster qui sont fournies avec le projet. Ça nous cause beaucoup de confusion autour de Vue.js et pour ça, on doit trouver notre chemin pour sortir de ce casse-tête et comprendre le projet. Nous allons donc attaquer chacune des composantes tour à tour. Dans cette première capsule, nous allons regarder ensemble les fichiers de support qui entourent Vue.js. La première partie qu'on va regarder au niveau de Vue.js, ce n'est pas le code source, c'est les ressources qui sont associées au projet. Donc tous les scripts qui sont un peu à côté et qui entourent le projet pour se mettre un peu en contexte. On va commencer donc par notre configuration de base qui est le tsconfig. Le tsconfig, c'est ce qui est utilisé au niveau du TypeScript pour spécifier où sont nos applications, notre code source, et ainsi de suite. Donc, c'est la configuration vraiment pour être capable de compiler l'application. À côté, on a le fichier ici tslint. Tslint, c'est le fichier de règles pour nettoyer nos fichiers TypeScript et s'assurer qu'ils sont adéquats. Apparemment que tslint est abandonné et qu'on devrait migrer vers ESLint, mais dans le cas du projet, comme ça fonctionne, on va le laisser de même pour le moment. On verra peut-être éventuellement si on fait une conversion de tslint à ESLint pour ces projets-là, ou si on attend la prochaine version qui peut-être le fera, vu que c'est quand même été fermé comme projet en 2019, donc fait quand même déjà quelques temps. La configuration ici, pour regarder, donc il y a un choix éclairé qui est fait de base pour voir comment est-ce que les fonctionnalités du JavaScript devraient être écrites. Il y a ici une config particulière pour les tests end-to-end, donc comme Protractor a des modules supplémentaires de end-to-end, ils sont tout simplement ajoutés ici au niveau de la compilation. PageJDL, c'est mon JDL que j'ai fait pour charger les propriétés. Sonar, c'est pour SonarQube, c'est autre chose. Le POM, on va le regarder. Donc l'ensemble du POM, comment est-ce que ça build, comment est-ce que ça importe les JSON, tout ça, on va le faire dans un autre moment. Package et package lock, c'est au niveau de Node pour garder les versions des différentes dépendances. Donc l'ensemble des dépendances utilisées par notre projet sont spécifiées ici. On a quand même beaucoup de composantes qui sont utilisées par Vue.js. Maven Wrapper, on oublie ça. Checkstyles pour le Java. IORC pour la génération. Prettier RC et Prettier Ignore, c'est des fichiers qui vont servir à venir reformater votre code source selon une certaine configuration de base. Donc ça va être appelé automatiquement. C'est un script qui permet de rouler certains modules de post-traitement au niveau du CSS. Le CSS, au niveau de Vue.js, en fait, au niveau de cette implémentation-là de JHipster, le CSS utilise surtout du Sass. Donc, une extension au CSS qui permet d'écrire notre CSS avec une syntaxe plus évoluée, mais ça demande une recompilation vers du CSS. Cette recompilation-là a aussi certains traitements qui sont faits, donc certains modules qui sont ajoutés au niveau des imports, au niveau des URL, et certains préfixes aussi qui sont ajoutés. Donc ça fait partie du traitement lors du build qui est fait automatique. Husky RC, c'est un module qui va permettre de faire des étapes supplémentaires lorsqu'on va faire un commit. Donc ce module va s'assurer que Prettier est roulé sur l'ensemble de notre code source. Le gitignore, c'est standard pour Git. Et l'éditeur config, c'est une configuration générale pour que notre IDE, qu'importe quelle est l'IDE, ait des configurations qui soient compatibles dans les différents modèles. Les autres répertoires qu'on a de côté sont le Node et Node Module. Node Module, c'est des répertoires qui ne font pas partie du Git. Node Module, lorsqu'on va faire Node Install, ou même lorsqu'on va générer le projet à l'origine, ça va contenir l'ensemble des modules et des dépendances qu'on a besoin pour les différents projets. C'est quand même un gros répertoire qui contient l'ensemble des librairies qui sont utilisées par Node et par Vue.js par la même occasion. Node lui-même, c'est l'installation. Celui-là n'existe pas lors de la génération. Il va exister lorsqu'on va lancer le Maven Wrapper pour faire la compilation. Au niveau des projets, l'ensemble du code se retrouve sous Web App. On a un projet Vue.js classique. On va le mettre souvent avec le source
plus proche de la racine, mais comme on est dans un projet Maven, on respecte l'esprit de Maven. Sous tel cas, source main web app, c'est notre application web, et dans notre application web, on a l'ensemble de notre application. Commençons tout de suite avec le code de base. Robots.txt, c'est un fichier texte qui instruit les engins de recherche de ne pas traiter certains fichiers. Donc, ça empêche les engins de recherche de passer sur les endpoints de management, sur les API. Donc, ça va limiter ce que les Google de ce monde vont exposer de notre application. Au niveau du manifeste.webapp, le manifeste.webapp, c'est la base pour faire des applications progressives. Donc, une application qui est roulée à l'extérieur du Flutter web. Ce n'est pas suffisant, il faut aussi activer des service workers, il faut aussi avoir des contraintes au niveau du HTTPS, mais de base, c'est ce qui permettrait d'avoir une application qui serait roulée sur notre client ou sur notre desktop au lieu d'être roulée uniquement sur un Flutter web. Donc, ça permet d'avoir une application dans sa propre fenêtre, dans ce cas-là en mode standalone, donc ça apparaît comme étant une fenêtre d'applicatif commune sans avoir les barres de navigation. L'index.html. L'index.html, c'est la base de notre application. Il faut comprendre qu'une application de page simple, la façon dont ça fonctionne, c'est que le script JavaScript va rouler et va venir remplacer le contenu de la page de base. Donc, le contenu ici, avec le div qui s'appelle app, celui-là va être totalement remplacé par le JavaScript. D'ici à ce que le JavaScript charge, on a quand même un contenu de base qui affiche ici un petit Pacman avec du script spécifiquement pour lui. Donc, on a du CSS spécifiquement pour le petit Pacman. Et on a aussi des pages d'erreurs si jamais un problème est survenu pendant le chargement, qu'il y a eu des erreurs qu'on n'a pas buildées. Donc, si jamais le JavaScript n'a pas roulé, donc si la fonction n'a pas été activée et que ce script-là n'a pas été remplacé, sous tel cas, on va afficher le bloc d'erreur. Maintenant, dans ce fichier-là, on n'a pas de script autre. En fait, ce qui se produit, c'est que pendant le build, on peut s'attendre que le fichier soit modifié. Donc, dans Target, qui est le build Maven classique, on va se rendre compte que dans statique, notre application index.html, elle est là, et c'est une copie finalement, mais à laquelle on a rajouté le bundle de JavaScript. Cet ensemble ici qui amène toutes les JavaScript qui ont été précompilés, nettoyés, écrasés et préfixés pour les furteurs sont dans cette application-là qui a été bâtie. Donc, sous App, on va voir ici qu'on a différents modules et chacun de ces modules-là, c'est des fichiers d'une certaine taille qui sont chargés. Donc, l'ensemble de nos JavaScript ont tous été mis dans un même fichier, quelques mêmes fichiers. Et c'est ces fichiers-là qui sont injectés dans notre page web pour faire le traitement. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'index, on ne le voit pas parce que ça va être ajouté à la compilation. Des petites sections ici, si on voudrait utiliser le service worker pour faire justement nos applications progressives. En soi, ça serait un autre domaine totalement à côté. Et aussi pour Google Analytics, si jamais vous voulez rajouter des scripts de Google pour voir comment votre page se comporte, il faudra juste enlever les commentaires de ce bloc-là et ça permettra de le faire. Le favicon, c'est l'icône qui est affichée dans un Flutter web. Donc, lorsque je vois une page web, le petit icône qu'on voit sur les onglets, c'est lui. Le 404 ici, vraiment, les chances qu'il soit utilisé sont minimes parce qu'il n'est même pas packagé dans les classes. On a une configuration web avec le HTML, le charset, rien de particulier de ce côté-là. Puis là, on a les blocs de Swagger UI qui va avoir une distribution avec ses propres pages. Swagger UI, lui, va apparaître au niveau de la page dans un iframe au niveau de notre application à nous. Donc, notre application va venir ouvrir spécifiquement un iframe pour la partie Swagger UI. Et cette partie-là va ouvrir l'index qui est là et va afficher notre applicatif Swagger avec le code JavaScript qui roule. Donc, il va charger les ressources, les JavaScript nécessaires pour notre page de Swagger UI, notre générateur d'API. Notre i18n, c'est les ressources de traduction. Ils sont faits avec un certain format qui a eu un code JavaScript pour faire un changement parce qu'apparemment que ce n'est pas le format standard. Ils ont une petite configuration qui a été faite au niveau de Japester dans la génération pour adapter ça. Mais grosso modo, ce qu'on a, c'est que chacun des points ici de traduction,
que ce soit en anglais ou en français. Donc, on va pouvoir dire que, par exemple, une configuration, la configuration .table, .préfixe ou .properties, ça, c'est la chaîne de caractères qui va être utilisée. Ça, c'est là où on va venir faire nos traductions. Puis comme c'est modulaire, on va être capable de spécifier que nos traductions sont vraiment avec un point entre les objets. Donc, l'ensemble des traductions, par défaut, il y a une traduction qui a été générée, incluant pour nos objets d'entité. C'est une traduction générée qui peut à peu près faire le bon travail. Donc, si nos objets s'appellent correctement au niveau des tables, ça donne de quoi qui est au moins fonctionnel, mais j'imagine qu'on veut repasser à ce niveau-là pour s'assurer que les traductions sont meilleures et plus adéquates. La partie Content va contenir notre CSS pour le chargement, donc notre petit Pacman, qui est un CSS très régulier. Il n'y aura pas de traitement supplémentaire sur celui-là. Et une section images où on a les family members qui sont des images en PNG ou en SVG de chacun des personnages Gipster qui apparaissent sur la page principale. Probablement qu'on va vouloir les enlever. De là, on a aussi les SAS. Et à ce moment-là, on a les mécaniques pour venir configurer Bootstrap pour faire certains remplacements pour notre code, pour changer un peu le comportement. Et certaines variables aussi globales là, qui sont spécifiées au niveau des styles. Donc ça permet de modifier un peu notre Bootstrap en fonction de nos thèmes. Et finalement, le reste, ça mène vers l'application. Dans l'application, ce qu'on va voir surtout, c'est shimvue.d.ts. Ça permet aux modules vue qui n'ont pas de TypeScript à l'intérieur d'être quand même considérés comme étant du code valide et d'être chargé comme étant un module utilisable. Donc, sans ça, on aurait des erreurs parce que les fichiers vus ne sont pas du TypeScript en soi. C'est uniquement des applications qui ressemblent un peu à du HTML. Ça couvre l'ensemble des pièces autour de l'application. La prochaine capsule, on va pouvoir regarder comment le main lance l'application, comment ça remplace les composantes au niveau de l'index, donc la partie vraiment applicative elle-même. Merci d'avoir écouté cette capsule. Si vous avez trouvé la capsule utile, n'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous inscrire pour recevoir d'autres vidéos.